Monstrueusement humain, le podcast qui risque de te donner le goût de toi. Sois la bienvenue, créature au grand cœur. Approche-la. Sache qu'ici, tu vas peut-être te réconcilier avec qui tu es vraiment. Oui, en fait, si tu pouvais laisser là parler maintenant tout haut tes petites voix intérieures, tes ressentis, tes visions, que parfois tu kifferais de prendre, mais qu'en fait tu tais, tu juges et puis parfois tu sabotes. Parce qu'a priori, ça n'a pas l'air de rejoindre le plus grand nombre. Alors moi, j'ai un rêve, c'est celui de participer à l'effondrement du mur de la norme. C'est un peu mon mur de Berlin à moi. Alors je dis stop, stop à cette recherche constante de l'approbation du monde pour valider notre existence. Stop à cette normopathie assassine. Bonjour monstrueusien, c'est la fille de joie. Alors aujourd'hui, un cran de joie au-dessus pour moi, parce que je t'embarque dans une petite papote aux côtés de Christophe Rousseau. Christophe, c'est un copain, podcasteur, qui a créé le fameux podcast Leadership Holistique et qui fait partie de la gang des podcasteurs, comme diraient nos copains canadiens, dont je fais partie. Christophe, c'est un ingénieur de formation. Et à travers cette papote, j'ai eu envie de te montrer comment on pouvait passer du « ou » au « et ». Comment on n'était pas obligé de se cantonner à une facette de soi et d'y correspondre absolument en reniant d'autres parties qui sont pourtant vivantes en soi. Alors, à travers le parcours de Christophe, un parcours tellement vivant, tellement monstrueusement humain, je te souhaite une belle virée. Bonjour Christophe Rousseau. Bonjour Audrey. Alors, je suis en fait ravie, j'ai un peu le clown ce matin, ça s'est entendu entre nous en off. J'annonçais en fait le thème un petit peu que j'avais envie d'aborder avec toi, parce que là, d'abord, c'est réjouissant parce qu'on est entre podcasteurs et ça, c'est cool. C'est pas si souvent que ça. Et donc, comme on se connaît un petit peu, c'était de voir avec toi comment on passe du « ou » au « et ». Et donc, là, en off, Christophe m'a dit, mais moi, en fait, je sais pas vraiment là ce que je suis aujourd'hui, mais en fait, on s'en fiche, on va un petit peu découvrir ensemble. Donc, enchantée de te recevoir. Avec plaisir, moi de même. Ce qui serait super intéressant dans cette petite papote, c'est de comprendre peut-être le départ de qui tu es pour arriver au départ qui tu es pour arriver à aujourd'hui ce que tu es devenu et avec ton podcast Leadership Holistique, ce que tu transmets. Et donc peut-être parcourir ce chemin avec toi pour comprendre la métamorphose. Mhm. Donc, je ne sais pas comment tu as envie de commencer. On va pas partir de mon enfance quand même, si. Ça fait... Peut-être ça peut être intéressant. Peut-être ça peut être intéressant parce que moi, il y a des choses que je sais, mais que les auditeurs ne savent pas. C'est vrai. Oula. Sur, sur peut-être quel enfant tu étais. Qu'est-ce qui Ouais. te faisait. Tu vois, je pense que c'est un bon lien Oui, avec le je comprends pas chemin. que tu dis ça. Sur Ouais. le rire, mais en fait, ça m'a tout de suite fait penser à ça parce que, euh, en fait, j'ai été un enfant. Alors, je suis quelqu'un. Ça va peut-être choquer les gens de ma communauté, de la tienne, qui me connaissent pas forcément, mais la mienne. Je suis quelqu'un de plutôt introverti. Je suis pas. J'ai besoin d'être un peu tout seul dans mon coin, dans la nature. Voilà, et puis donc j'étais un enfant, alors pas solitaire parce que j'ai toujours eu des copains, des copines, c'était pas le problème, mais je suis passé beaucoup de temps dans les livres ou dans mon imaginaire. Voilà. Mm. Et ça c'est le premier point. Et le deuxième c'est que j'étais et je suis toujours, mais je me suis oublié un peu au milieu, mais quelqu'un de très 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 créatif, mais
je, je pense que j'ai pas accepté que j'étais un artiste quand j'étais enfant, alors que j'en étais un. J'étais très. Alors, c'est pas moi qui ai peint ce qu'il y a derrière moi, mais je dessinais beaucoup. J'étais vraiment tout le temps en train de dessiner. Voilà, je Ok, le dessin. Ouais. beaucoup. Ouais, c'était vraiment les arts graphiques, c'était vraiment mon truc. Et je dessinais des bandes dessinées. Enfin voilà, j'étais. Et Hmm. mon rêve était d'être dessinateur en fait. Bon, rêve qui est resté un peu dessinateur et écrivain. C'était vraiment le truc. Je me souviens, et ça, j'ai un vrai souvenir très précis d'un moment. Je ne sais pas pourquoi je me rappelle de ça, mais quand on était petit, j'ai une petite sœur hein, qui a 3 ans de moins que moi. Quand on était petit, on allait en vacances en Bretagne. Je suis originaire de la région de l'ouest de la France. Et on est en vacances en Bretagne, au bord de l'océan, évidemment. Et moi, j'adorais, et j'adore toujours d'ailleurs, c'est l'endroit que je préfère au monde. Et je me rappelle très bien me promener avec ma petite sœur dans un village breton, je ne sais plus lequel. Ouais. Et il y avait cette espèce de grande maison avec une tour un peu ronde qui surplombait le village avec une belle vue sur l'océan. Et je me rappelle très bien avoir dit à ma petite sœur, je devais avoir 8-10 ans, j'en sais rien. Un jour, je serai dans cette tour en train d'écrire des livres. Ah, C'est pas beau ça? Je me si, c'est rappelle. beau. Et donc voilà, c'était mon rêve, mon enfance, c'était ça. Je m'imaginais écrire, dessiner, raconter des histoires. Et qu'est-ce qui fait, parce que ça, moi, ça me parle bien, qu'est-ce qui fait que tu n'oses pas? Ou alors, en tout cas, alors que tu n'oses pas faire, c'est une chose, mais que tu n'oses pas dire. Bah, pendant longtemps, c'est un truc que j'ai. Alors, ce qu'il faut comprendre, hein, c'est que j'ai 55 ans, donc dans l'époque de ma jeunesse, et je pense que ça a duré encore longtemps, on ne pouvait pas être et scientifique et Hmm, littéraire. C'était pas ouais. possible, il fallait faire un choix. C'était encore où? Ouais, c'était encore tout. Et mon père, pardon. Mon père, pour mon père, j'étais un scientifique, j'étais pas un littéraire. Puis un littéraire, ça gagne pas sa croûte, c'est pauvre, c'est voilà. Ouais. Donc si mon fils tu dois réussir, il faut que tu sois un bon scientifique, il faut que tu sois un ingénieur. Ok. Et c'est ce que je suis devenu. Hmm. Pour plein de raisons. Faire plaisir à papa, sûrement, mais pas que. Parce que en effet, dans notre société, être un scientifique, un ingénieur, on gagne bien sa vie, on est reconnu, on a une belle carrière, etc., etc., etc. Et donc je suis rentré par ce biais-là dans un mot que tu aimes bien, la norme, n'est-ce pas? Bah. Et j'ai vécu de mes 20 ans jusqu'à mes 45 ans, on va dire, à peu près. Ouais. Le déclic a été par là. Donc 25 ans dans la peau d'un ingénieur scientifique rationnel qui a complètement oublié qu'il savait dessiner, qu'il savait écrire et qu'il avait une âme d'artiste en fait. Donc Et j'étais le ou pendant 25 ans. ok. Alors quand tu dis ça, ça veut dire que jusqu'à 45 ans, tu le sentais pas du tout le renoncement? Non, mais j'en étais même pas conscient, hein. D'accord. Là, c'était loin, 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 loin. C'était totalement oublié, enfoui en moi. Ouais, refoulé, je sais pas quel mot il faut utiliser, mais Hmm. vraiment, ça n'existait pas. Ok. Et puis, on va dire que, alors c'est vrai que le fait que tu aies coché ces cases-là, moi, de ce que je connais de ta vie, ça t'a permis aussi des choses. Je pense au voyage, Tu veux dire mine de rien. ma carrière professionnelle? Ouais, excuse-moi, oui. Oui, 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 tout à fait. Oui, oui, parce que bon, j'ai fait mes études, j'ai évidemment réussi, voilà, j'ai obtenu mon diplôme, je suis parti travailler aux États-Unis, au Canada, à Singapour, en France, en Oh là, Suisse. oh là là. Donc j'ai vraiment une vie misérable, nulle, au Ouais. clair, vraiment chiant, quoi. Et donc voilà, j'ai été expatrié, j'ai travaillé dans des grandes boîtes internationales. Et j'ai plutôt bien réussi dans ce domaine-là, euh, mais avec du recul, hein, au détriment de quelque chose, parce que j'étais pas quelqu'un de très, enfin, foncièrement, j'étais pas heureux. Alors oui, je me suis marié, j'ai eu des enfants, j'ai été expatrié, j'ai voyagé, donc la carte postale est magnifique, hein, ça, Oui, y a t'as pas coché les cases. T'as de- coché ouais, les cases. j'ai Ouais. coché toutes les cases, la maison dans le sud de la France,
puis après, Bienvenue dans mon monde. après dans la Suisse, à la frontière, auprès de la frontière suisse, donc ça fait 15 ans que j'y suis maintenant, et j'ai causé toutes les cases, mais j'étais pas quelqu'un d'heureux. Alors, quand tu dis ça, aujourd'hui, t'étais pas quelqu'un d'heureux. C'était quoi les signaux? Parce que tu dis que tu Euh, n'étais pas conscient, mais ça veut ouais, dire qu'il y avait bien des signes. oui. Ouais. Alors, j'étais très, très colérique, très frustré. Hmm. J'ai géré très mal ma colère. J'avais quasiment pas d'amis ou très peu de vie sociale. Donc ma vie, c'était le travail, ma femme et mes enfants. Ouais. Euh, alors évidemment, quand on dit oui, ma tante est expatriée, oui, la vie d'expatrié, mais c'est très superficiel en fait, hein. Oui, oui, oui. On fait des week-ends ou des soirées entre amis, on voyage, mais moi, j'avais pas d'attache profonde à qui que ce soit à part ma femme et mes enfants. Oui, on se rencontre, mais on ne se connaît pas Ah, profondément, en fait. Il n'y a pas exactement, d'intimité. Ouais. exactement. Et puis mon plaisir principal, c'était la bouffe, quoi. C'était manger. Je- Hmm. D'ailleurs, je pesais 100 kilos et j'étais pas bien. Aucune activité physique. La santé n'était pas top parce que de l'hypertension avec le stress du travail. Donc j'étais quelqu'un de très stressé par le travail. Du coup, beaucoup de colère, pas bien géré, ce qui a conduit à un divorce, et puis voilà, une séparation, Ouais. un divorce. Et Et est-ce qu'on peut parler aussi, là, dans cet endroit-là, tu dis donc la bouffe, il y avait aussi toute ton histoire de migraine? oui, alors c'est marrant, celle-là, je l'oublie toujours. Merci de me le rappeler. Ah! Alors, comment dire? Je Comment sais dire? être un peu chiante sur les bords. Oui, alors en plus, quand je parle de la santé, hypertension, le truc le plus grave n'était pas ça, en fait. Le truc, c'est Mm. que ce qui est très bizarre, ça a commencé quand j'avais 15 ans, donc c'est pas un hasard, hein. À partir du moment où enfin, moi, je fais un peu cette relation entre les deux. À partir du moment où j'ai oublié que j'étais un artiste et que je Ouais. fait faire des études scientifiques, j'ai commencé à avoir des migraines. Mm. Et ces migraines se sont transformées en migraines chroniques, donc à l'âge de 30 ans, c'était tous les jours avec des tonnes de médicaments. Donc je suis devenu addict aux antidouleurs, donc j'ai dû faire des sevrage comme les drogués ou les alcooliques, hein. Ouais, ouais, ouais. Plusieurs fois. Donc la première fois, j'ai fini à l'hôpital, hein, je vivais à Rennes en Bretagne à l'époque. Je venais de perdre mon fils. Voilà, c'était pas non plus très gai. Mm. J'ai fini à l'hôpital, et j'ai fait un sevrage, je crois, une dizaine de jours enfin voilà, c'était l'enfer, quoi. Donc, Parce que, juste, empoisonné aux médicaments. oui, c'est ça, parce que est-ce qu'on peut juste expliquer qu'en fait, aux États-Unis, tu avais accès, Ouais, euh, libre accès à des trucs qui n'existaient pas en France, en fait? ouais, on avait, Mm. voilà, mes migraines étaient devenues. Alors, quand je suis parti aux États-Unis, j'ai eu une petite période d'accalmie, ça allait plutôt bien. Et puis, arrivé là-bas, je pense que c'était le changement, voilà. Les migraines sont revenues en force. Et puis donc aux US, il y a toujours, je pense, Mm. en vente libre des médicaments qui ne sont pas en vente en France, enfin qui sont en vente. Je ne sais même pas si ça existe sur ordonnance, je suis même pas sûr. Ouais. Qui est vraiment très efficace, mais ils vendent ça en boîte de 300. Donc autant que tu les consommes comme des M&M's, hein. Oh Donc là là. j'en prenais 6 à 8 par jour. Ça me permettait de survivre, tout bêtement. Mais le truc, c'est que ces médicaments alimentent la douleur, en fait, hein. Ils la soulagent pendant un moment, et puis c'est ce qu'on appelle l'effet rebond. Ouais. Donc on devient complètement accro à ces médicaments qui sont en vente libre. Et quand je suis rentré en France, je suis rentré dans ma valise avec 4 ou 5 boîtes d'avance, quoi. Donc j'ai continué de les consommer jusqu'à un moment où ça allait plus, quoi, où j'ai fini aux urgences, et puis j'étais dans un tel état, c'était horrible. Et donc à l'époque, ma femme, hein, parce que j'étais marié, m'a emmené aux urgences, et on m'a diagnostiqué une intoxication, enfin un empoisonnement et une addiction aux antidouleurs. Ça s'appelle Excedrine, je me rappelle encore du nom, tu vois, c'est pour te dire. Donc je sais plus ce qu'il y a dedans. Jingle pub. Et donc j'ai fait un sevrage, mais ça n'a pas soigné le fond du problème, c'est-à-dire que Ouais. j'étais toujours migraineux. Et donc j'ai été voir un neurologue, évidemment, on m'a donné des traitements qui n'ont pas marché, puis le seul truc qu'on me donnait, c'était une autre sorte de médicament. Oui, c'est ça, Mais en quel que fait. soit le médicament que je prends pour soulager mes douleurs, mon corps s'y habitue. Il n'y a aucun médicament auquel je n'ai pas été addict. J'en ai testé plein, plein, plein.
Donc je retombais, et ça m'arrive encore maintenant, hein, Ouais, ouais. et j'en suis pas débarrassé, régulièrement dans des s'il suffit que je prends, 3-4 jours de suite le même médicament, pour me soulager, tu peux être sûr que je dois bloquer le truc et arrêter, et tant pis être sujet à la douleur pendant les 2-3 jours qui suivent, ou 4 jours ou 5 jours, ça dépend du médicament, pour me débarrasser, pour que mon corps se déshabitue. Ouais, ouais. Je retombe dans une addiction très facilement. Donc j'essaie toute ma vie, en tout cas, alors pas de 15 ans, parce que j'ai pas commencé les médicaments à 15 ans, mais Mmh. plutôt vers la trentaine, là. Jusqu'à maintenant, j'ai eu des allers-retours comme ça, médicamenteux assez importants. OK. Oui, donc ça, c'est vraiment le symptôme, complètement, Ouais, c'est quand même, voilà, quand tu parles du point de départ, enfin, de tes 15 ans, avec déjà, en fait, un corps qui s'exprime, même si tu as pas du tout la conscience, aucune conscience. c'est, bah, lui, le corps, il parle, hein. C'est Mmh. le drapeau, «Oh, oh, il y a quelqu'un?» Il paraît, c'est ce on m'a encore dit il y a Pareil, hein. pas longtemps, ouais, il paraît. Je pourrais t'expliquer, un peu mieux, mais bon. Et donc OK, il y a ce corps qui parle, tu dis que tu es, enfin coléreux en fait, enfin que du coup ça part en live, On va pas en heu, discuter, ouais. facilement. D'accord. Tu as parlé, alors je m'en ressaisis, mais tu as parlé quand même d'un événement qui n'est pas rien, c'est la perte d'un de tes premiers enfants, Tout premier, en fait. enfin, de ton premier enfant. Oui, c'était, il y a plus de 20 ans maintenant, 23 ans, parce que mon fils est né à 22 ans, donc c'était un an avant. Donc ça, est-ce que c'est un événement qui, aujourd'hui, tu penses qui a participé à ton ou vers le et? Ouais, mais je le sais, mais ça a été long, hein. C'est Ouais. là, je suis Ah un là peu, là là là! ouais, je suis un peu, Bouché de chez bouché. le mec un peu bouché quand même. Donc, alors je parais enfin, je vais pas le dire sous le ton de la plaisanterie, parce que c'est quelque chose de grave, mais il faut savoir que Ouais. j'ai perdu 2 enfants, le Mmh. premier et la dernière. Et donc entre les 2, il y a eu 20 ans. Et il y a ces 20 ans, en fait, entre les 2. C'est comme par hasard, hein, enfin, il y a pas de hasard, évidemment. Donc le premier probablement, enfin, alors les 2 situations sont assez similaires, hein. Ce sont des enfants à qui on a détecté des malformations, génétiques importantes, entre 4 et 5 mois de grossesse. Donc à chaque fois, ça a été des interruptions de grossesse, donc des accouchements, hein, parce que c'est, hem, avec la gestion d'un deuil périnatal. Donc Ouais. du coup, pour mon premier fils qui s'appelait Enzo, donc c'était, début des années 2000. Et puis ma fille Ella, qui est aussi, du coup, est née sans vie en 2018, donc il y a un peu moins de 20 ans entre les deux. Et ces deux événements qui ont marqué ma vie. Le premier, j'ai rien compris, on va être clair. J'ai compris le premier qu'avec la deuxième, en fait. C'est la Oui, c'est deuxième qui ça. m'a expliqué le Ouais. premier, qui m'a fait revenir. Et parce que j'ai rien, en fait, le premier, j'ai rien, non seulement j'ai rien compris, mais j'ai rien traité, j'ai même pas essayé de comprendre. Enfin, c'est arrivé, on passe à autre chose, et puis très peu d'accompagnement, et puis une très mauvaise gestion de cet événement finalement. Quand tu dis que tu as rien traité, oui, c'est sur le plan ton plan psychologique à Ouais, toi, tu veux dire? Ouais. ouais. Alors là, C'est-à-dire que ta compagne, enfin ta femme d'ailleurs à l'époque, oui, elle est accompagnée? Enfin, non, pas plus que moi. pas plus? Ouais. OK. Alors c'est par choix. Il y a eu un début d'accompagnement qu'on a vite arrêté. Mmh. Je pense qu'on était tous les deux on avait notre douleur, mais on n'a pas vraiment partagé, en tout cas pas suffisamment. Et puis on n'a pas dit il faut qu'on se fasse aider. En fait, on est passé à autre chose. On a refait un Ouais. enfant, et puis on en a fait deux, puis trois, puis les trois étaient en très bonne santé et tout allait bien. Ouais. Euh, mais tu sors pas indemne d'un événement comme celui-ci, parce que voilà. Et du coup, on passe à travers la vie, puis à un moment, ça ressort. Tu sais pas pourquoi, comment, mais ça ressort. Et moi, c'est ressorti parce que j'ai revécu à nouveau cet événement en 2018 avec non plus ma femme, mais mon autre compagne. Ouais. Et du coup, ça a réveillé toutes les blessures qui n'avaient pas été guéries, et toutes les fêlures, et enfin, tous les traumatismes liés en ça, parce que euh, bah moi, il m'a fallu deux événements dramatiques de ce type-là pour qu'il y ait une espèce de réflexion, de chemin,
voilà, de gestion dramatique avec un meilleur accompagnement, bien évidemment, pour le coup. Enfin, quoique, je suis pas très doué pour les accompagnements. Mais en tout cas, ma compagne, elle, s'est fait accompagner beaucoup Ouais. plus que moi. Et puis, bon, il y a encore eu une très mauvaise gestion de mon côté, en tout cas, mais ça a réveillé des choses. Puis comment dire, déclenché euh, un éveil spirituel et un retour un peu à mon âme d'art. Enfin, j'ai retrouvé mon âme d'artiste, j'ai retrouvé toutes ces choses-là sont revenues petit à petit, en fait. Et là, Donc, c'est comme ça que j'ai compris que je m'étais endormi pendant plus de 20 ans, presque 30 ans même. donc en fait, c'est l'événement de la perte d'Ella qui, dans ton parcours là, scientifique, Ouais. propret, bienvenue au club, et c'est vraiment cet événement douloureux, dramatique, qui fait la bascule chez toi? Alors, c'est la bascule définitive. Il y en avait une Ok, avant. Il y en avait une ouais, avant. Ce qu'il faut savoir que pendant 20 ans, j'ai dû lire aucun livre. d'accord. Alors qu'enfant, je dévorais des livres, je n'arrêtais pas. À partir du moment où je suis passé en mode scientifique, j'ai lu aucun livre. Ok, Même pas un roman, rien, j'ai rien lu. Je suis arrivé en Suisse, là, il y a 15 ans. Et puis, comme j'étais toujours dans mon truc très rationnel, j'avais besoin d'un médecin pour traiter mes problèmes de migraine et d'hypertension. Donc, j'avais besoin de ouais, médicaments. Et donc, quand tu as besoin de médicaments, tu vas voir le docteur. Tu te dis, oui. docteur, donnez-moi des médicaments. Et le docteur, il me regarde et il me dit, ah non, non, vous, je vais rien vous donner. Et puis là, Christophe, qui est complètement en panique, il dit, mais Il y a intérêt. j'ai besoin de mes médicaments, monsieur. Le docteur, il faut me donner mes médicaments. Il dit, non, non. Vous, votre problème, c'est pas les médicaments. Votre problème, c'est qu'il faut que vous appreniez à gérer votre stress. Ah, Puis, je vais vous aider, mais pas avec des médicaments. ah, super. Et il m'a donné, je suis ressorti là, il m'a donné un livre à lire qui s'appelle Le Chevalier à l'armure rouillée. Ah oui, Il y a un petit livre dont je parle dans mon podcast, dans l'épisode 0 de mon podcast, ouais. qui a été le révélateur de plein de choses. Ça a été le premier livre un peu de conte, mais de développement personnel, mais de voilà un peu, enfin, qui a déclenché plein de choses chez moi. Tu peux redire le titre? Le Chevalier à l'armure rouillée. Ok. Et tu connais l'auteur ou pas? Alors je l'ai pas en tête là. Moi, c'est pas grave, on mettra en lien, mais c'est intéressant. Si, Ouais, enfin, on trouve Chevalier à l'armure rouillée, il y en a qu'un, hein. ouais, C'est un tout petit livre. C'est vraiment une belle histoire d'un homme d'un chevalier donc qui passe sa vie à aller secourir les damoiselles, etc., à tuer les dragons, mais ouais. qui n'enlève jamais son armure et puis qui du coup en oublie totalement sa femme et sa famille. Et puis quand il décide de vouloir enlever son armure, ben, elle est toute rouillée, il n'y arrive pas, quoi. Ah, C'était tellement moi en fait que je me suis dit waouh, comment ouais. le gars il a pu comprendre que c'était enfin, que ce livre allait faire un effet. Et à partir de ce moment-là, je retourne voir ce médecin régulièrement, mais non pas pour des médicaments, mais Hmm. pour des échanges, de la discussion et, euh, et des conseils en termes de lecture, de développement personnel et spirituel. Et puis c'est là que j'ai commencé donc ça a démarré avant. Il y a eu des Ok. graines qui ont été plantées. On va dire que j'étais prêt. Mais il fallait un truc, il fallait un événement déclencheur fort et puissant. Ouais, malheureusement, ouais. Et là, pour moi, ça Ouais. marche peu comme ça pour Pas déclencher autre beaucoup, hein. chose, il paraît. Et c'est ce qui a déclenché mon éveil spirituel, en fait, parce que je n'étais pas encore réveillé. Hmm. Et donc, là, ça, quand tu le dates, tu dis il y a 15 ans à peu près, la rencontre avec ce médecin? Il y a 15 ans. Ok, donc tu as 40 ans. J'ai 40 ans. Ouais, moi, c'est ma crise de la quarantaine, c'est ça, hein. Ouais. C'est pas autre chose. Tu as 40 ans, donc à ce moment-là, tu es avec ta femme et tes 3 enfants. Oui. Ok. Et donc, il se passe quoi entre donc le moment du chevalier à l'armure rouillée et puis la disparition, enfin la perte de ta fille est là. Qu'est-ce qui se passe là Ah, il se passe deux choses. Bon, on va dire que d'un point de vue de la relation amoureuse, de la famille, de ma femme, le mal était fait. En fait, il n'y avait plus rien. C'était trop tard. Donc, on a essayé.
moi, avec mon réveil, je me suis dit, ouais, je suis à côté de mes pompes, je suis en train de faire n'importe quoi. J'ai pas été bien avec ma femme, ma famille. C'est pas, ça va pas ce que je fais. Tu t'es remis en question, en fait, à ce Mais en moment-là. question, j'ai beaucoup travaillé sur moi, mais je pense que 2, 3 ans après, on a fini par se séparer parce que le mal était fait, je Oui, pense. il y avait trop de dégâts. Il y avait trop de dégâts. Et Mm. d'une part, et puis du coup, moi, j'étais en train de prendre un chemin différent, ce qui fait que de toute façon, on n'était plus alignés. Oui, quelque part, tu n'étais plus tout à fait le Christophe de départ, en fait. Enfin, en tout cas, du moment où ta On compagne s'est t'a connus, rencontré. ouais, ouais. Donc nos chemins se sont séparés à ce moment-là. Alors, on a fait une gestion la plus harmonieuse possible et voilà, on a géré le mieux possible pour nos enfants. Ça, c'était le premier événement. Puis le deuxième, c'est que dans la même année, à 2 mois d'intervalle quand même, je me suis fait licencier de mon poste de direction voilà, dans l'industrie. Ouais, ok. Et du coup, divorce plus perte de job. Mm. Christophe, il n'était pas en grande forme. Et là, je me suis dit, ah, il y a l'univers qui est en train de me donner un message. Donc j'ai changé complètement déjà. Je me suis dit, il y a un truc qui ne va pas dans ma carrière professionnelle, c'est que j'étais pas dans mon ikigai. Même à cette époque-là, je savais pas ce que c'était l'ikigai. Mais en tout cas, Ah, tu vas nous en parler. Ouais, j'étais pas dedans. ouais. C'est-à-dire que je faisais quelque chose que je pensais que j'aimais, mais qui me faisait quand même du mal en termes de gestion du stress et autres. Hmm. J'étais manager, je gérais des équipes de production assez importantes, et puis j'avais des grosses responsabilités. Donc Disons que, en tout cas, comme tu maîtrisais, tu pensais que ça te convenait. voilà. Et donc j'utilisais bien mes compétences, je pensais que j'aimais ça. Ça me faisait bien vivre, ça, il n'y a aucun Ouais, problème. ouais, Mais par contre, le sens de tout ça, zéro. ouais. Et donc là, c'est là que je me suis dit, mais attends, il faut que je fasse un travail qui ait du sens. Là, je ne peux plus continuer à travailler pour nourrir la société de consommation. Enfin, Hmm. on fabriquait des cartes à puces, hein, donc voilà. Il fallait que ça vibre plus, en fait, là. Et donc, je suis parti travailler dans le domaine hospitalier en tant que manager. Voilà. Ouais. J'ai fait de la formation et je suis pas devenu médecin, hein, mais je suis devenu responsable, enfin chef de service dans un domaine médico-technique. Et donc ça a été ma première, mon premier changement déjà vers quelque chose de plus proche enfin quelque chose qui résonnait, où je pensais que ça allait résonner plus parce que je me trompais en fait, mais Ouais. c'était déjà un premier pas vers, j'ai l'impression d'être un peu plus utile au monde. Ouais. Ouais, il y avait du sens. Il y avait plus de sens. Mais je me trompais sur le côté, dans l'ikigai, on a quatre axes, hein. On a ce qu'on aime faire, c'est nos passions, ce qu'on aime, ce qui nous fait vibrer, Ouais. ce pourquoi on est compétent, ce qui nous fait vivre, donc ce qui nous paye, hein, Ouais. l'argent, très, très matérialistement, et puis ce qui nous donne du sens. Hmm. Et je pensais cocher les 4 cases, mais en fait pas du tout. C'est que la première, ce qu'on aime faire, j'étais pas du tout dedans, parce que j'étais toujours pas dans mon domaine artistique. Ouais. En tout cas, il s'exprimait pas du tout. Ouais. Tu veux bien juste donner la définition de l'ikigai parce que toi, tu es spécialiste là, mais pas nous. Oui, pardon. Donc, je vous ai donné les 4 axes, mais en fait Oui. l'ikigai, c'est un concept japonais qui Mhm. veut dire littéralement la boussole de la vie, c'est ce qui fait du sens, c'est ce pourquoi on se lève le matin. C'est ce qui fait qu'on Ouais. se lève le matin et qu'on a la pêche, Ouais, le moteur. le Ouais. moteur. Et puis, ça peut être, c'est professionnel et en même temps, c'est pas que professionnel parce qu'on se rend bien compte que euh, enfin, comment dire, notre activité principale de tous les jours, bah, c'est de travailler, en tout cas de faire une activité qui nous permette de vivre. Et puis Œuvrer même, on pourrait dire voilà, plutôt. le mot travail est pas très beau d'ailleurs, Ouais, vu ses racines étymologiques, hein, c'est ça ça. veut dire instrument de torture quand même, hein, Ouais, je ouais, rappelle. Donc l'ikigai, ça vient de Okinawa, c'est pas tout à fait japonais, c'est Okinawa, c'est la fameuse île qui est assez au large du Japon, là où il y a le plus de centenaires en fait. ouais, c'est ça. Et on attribue toujours le côté, le fait qu'il y ait des centenaires à Okinawa parce qu'ils ont un régime particulier, mais en fait c'est pas ça, c'est qu'ils vivent leur ikigai. Ouais, Et le régime n'est qu'une petite composante de l'ikigai en fait. oui, ouais, Et c'est un concept purement okinawa, parce que les Japonais, eux, ne sont pas du tout dans ce mode de fonctionnement. Il y a un taux de mortalité énorme, de suicide et de dépression impressionnant au Japon. ok. Mais moi, c'est vraiment un truc très particulier. Et donc, ils ont créé ce concept d'ikigai. Alors, je sais pas, je ne me rappelle plus de quand, hein.
mais qui est de dire, bah voilà, si je veux vivre vieux et en bonne santé, il faut que je passe mon temps à faire quelque chose que j'aime, pour lequel je suis Mmh. compétent, qui a du sens, qui apporte au monde et qui me permette de vivre. Ouais. C'est très simple, mais en même temps, c'est tellement beau Qui que résonne pour moi dans, en tout cas, si je fais le chemin vers moi, l'harmonie, en fait. Tu complètement. sais? Une espèce de partition musicale, enfin moi je le vois comme une partition musicale, tu vois? Quelque chose, C'est ça, c'est tu mon côté poète. une belle musique qui te C'est ça. nourrit, mais qui te nourrit dans, physiquement, intellectuellement, spirituellement. Ouais. Et c'est l'essence même de ce que j'ai voulu créer quand j'ai créé le leadership holistique. Ouais. C'est vraiment de dire, on peut pas être heureux dans sa vie, on peut pas être un bon leader de sa vie si on n'a Mmh. pas cette harmonie euh, à tous les niveaux. Ouais, c'est ça, et de ne pas morceler. Exactement. Ouais, ouais. Ouais, merci. Et donc, je pensais être dans enfin, encore une fois, il y a 15 ans ou même il y a 10 ans, je ne connaissais même pas le concept d'ikigai, mais je pensais que j'avais trouvé le job qui correspondait à tout ça, sauf que j'étais toujours dans un truc de manager, stressé, Mmh. avec des obligations, des responsabilités. Alors, j'avoue que j'aime bien prendre des décisions, j'aime bien coacher les gens, les encourager, etc. Mais j'étais pas encore complètement dans mon ikigai du coup. Et c'est ce qui fait que je l'ai créé bien plus tard, mais ça date d'il y a 2 ans, tu vois. Donc, Ouais, OK. Donc, nous en sommes, j'ai perdu le fil à écouter Ikigai. Nous en sommes au moment où, donc, perte de job, divorce, donc retour, enfin, changement de t'actionnes quelque chose, ouais. mais c'est toujours pas ça. Mais ça, je le sais pas encore. C'est encore Mm. trop tôt. Ok. Parce que moi, j'ai besoin de. Enfin, quand tu réfléchis, quand tu fais la ligne du temps, tu te dis vraiment, le gars, il est sourd de chez sourd. Mais bon, Indécrottable. je partais de loin, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui, mais c'est là où c'est intéressant. Enfin, moi, c'est là où j'ai envie de dire, j'ai envie de croire que ce n'est jamais désespéré. On a toujours on a toujours la possibilité, en fait, de reprendre les rênes. Ouais. Oh, j'avoue que je me désespère un peu quand même, mais bon, c'est pas grave, ça c'est mon côté perfectionniste. Et, Ouais, c'est ce que j'allais dire. Peut-être mais ouais, aussi. voilà, quand on est exigeant. Oui. Euh, Oh, je vois pas du tout. non, tu vois pas de quoi je parle, Non, Audrey. non. Pas du tout. Donc, n'empêche que si tu te réveilles, tu des choses et Et ça se fait, voilà, ça se fait progressivement. Parce que je me rends compte parce que j'ai vraiment retracé cette histoire quand j'ai travaillé quand j'ai lancé mon podcast. En fait, j'ai beaucoup travaillé sur mon histoire personnelle, sur ma légende ouais, personnelle. ouais. C'est de comprendre comment je suis arrivé à créer et pourquoi j'ai créé ce podcast et comment je suis arrivé là. Et donc, ça a vraiment été toutes les étapes jusqu'à et là. Donc, en fait, bon, voilà, j'ai eu ce nouveau job dans l'hôpital, donc j'étais tout content. Tout neuf, donc ouais, Neuf, voilà, j'ai rencontré ma compagne au travail. OK. Ça a été le coup de foudre, etc. Voilà, et puis, bon, elle était plus jeune que moi et elle est tombée enceinte. Bon, c'était pas prévu, mais bon, c'était comme ça. Et, au troisième, enfin, au bout du 3 mois, on a eu ce diagnostic de trisomie 21 pour Ella. Et on était dans une situation de. Alors, c'était pas la question de la trisomie 21 en elle-même qui était problématique, parce que bon, on sait que les enfants vivent très bien. Mmh. Mais c'est que ça, plus nos situations personnelles, parce qu'on vivait pas ensemble, moi j'avais mes 3 enfants, elle en avait deux, on avait des jobs, on avait toute Ouais, ouais. une vie déjà très 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 compliquée. Et, et là, elle rentrait pas là-dedans, c'était juste impossible, quoi. Euh, et Mais je, ça veut dire que je me permets, oui. ça veut dire que là tu dis, OK, grossesse pas forcément, prévue. Ça veut dire que toi, quand même, là, très vite, tu te projettes, enfin, c'est quoi l'annonce de cet enfant pour Alors, toi? c'est ça qui est fou, c'est que j'avais 50 ans, hein. Juste, faut se rappeler, hein, c'était à 5 ans, je venais d'avoir 50 ans. Très vieux? Vieux papa, quoi. Mes enfants avaient 16, 10, 18, presque 20 ans. Enfin, Ouais, ouais, bah oui, jeune adulte. Mmh. euh, et donc,
je me remets dans la peau du jeune papa. Enfin, d'un seul coup, on repart avec une énergie, un truc, Ouais, j'ai 20 ans de moins, voilà, tout va bien. Enfin, je suis sur mon nuage, c'est ouais, génial. il y a un souffle, ouais. Je suis amoureux, je vais être papa, c'est le bonheur absolu, quoi. Ouais. Et une semaine après, ah bah non, finalement, on vous a pas dit, mais on l'a pas vu à la première échographie, mais il y a un problème, votre fille, elle est à 50% d'être trisomique. Ok, bon, on va faire des tests complémentaires. Ah, 50% se transforme en 100%. Et ouais. puis là, on nous dit, ben, vous avez le choix. Euh, c'est un des cas de situation où il est possible d'interrompre la grossesse au-delà des 3 mois ou pas, mais c'est votre choix, c'est à vous de choisir. Allez à l'hôpital à Genève et puis on va vous expliquer quoi. On nous a Ouais. expliqué, on a pris le temps plus ou moins de réfléchir, enfin si on a pris le temps quand même, mais la réflexion s'est vite orientée vers une interruption de grossesse. Et je ne veux pas rentrer dans les détails aujourd'hui, parce que c'est quelque chose qu'on a écrit et qui Oui. est en cours de publication maintenant. Donc il y a un livre qui va sortir tout bientôt qui s'appelle Pardonne-moi Ella, où on explique tout ce cheminement justement. Donc que tu as coécrit avec Avec mon... avec la maman d'Ella. Ouais, exactement. Donc ça aussi, chapeau. Ouais. Alors bah c'est pour ça que je dis que Ella a été le déclencheur parce que j'ai retrouvé mon âme d'écrivain. C'est un livre Ah, il y a beaucoup de poésie, hein, c'est très voilà, enfin, je trouve de mon point de vue. Donc j'ai retrouvé, ça m'a fait redécouvrir mon âme d'écrivain. Alors, on a eu besoin de faire ça pour lui donner un sens et une vie à notre fille. On n'a pas voulu que ce soit juste quelqu'un qui passe dans notre vie comme ça, puis qui déclenche hmm. des étincelles, mais on a voulu que ce soit un peu plus que ça. Donc puis on a voulu aussi aider les autres parents qui vivent ça, sachant que moi je l'ai vécu 2 fois, donc c'est pas rien. Euh, donc ça a vraiment été la dernière goutte, dernière étincelle à tout ces choses, ces événements dramatiques. Voilà, j'aime pas trop jouer la victime parce que je pense pas que je sois une victime, hein. Donc tous ces événements dramatiques par lesquels je suis passé et qui m'ont permis de devenir. J'ai découvert un terme dernièrement que j'adore, qui m'a permis de devenir antifragile. C'est-à-dire Yes, Marco Bernard sort de ce corps. antifragile, c'est-à-dire que c'est au-delà de la résilience, c'est-à-dire que les événements dramatiques non pas te permettent de. Enfin, la résilience, c'est que tu reviens. Hein, c'est en lien avec la physique et les matériaux. Tu reviens Ouais, à l'état d'avant. L'antifragile, c'est que tu t'améliores c'est ça. Tu te via, bonifies. via Ouais. les drames. Et donc moi, c'est vraiment mon parcours. C'est qu'à chaque fois qu'il y a eu ces drames, perte de travail, perte de compagne, de femme, Ouais. perte d'enfant, moi je suis beaucoup dans la perte, hein. À chaque fois, ça m'a permis de remonter et de passer outre et de devenir quelque chose d'encore mieux qu'avant, quelqu'un d'encore mieux qu'avant. Enfin, tout est relatif dans le mieux, hein, mais Oui, oui. mon point de vue, évidemment, il n'y a pas de jugement de valeur. Et du coup, et là, ça a vraiment été le déclencheur de ces souvenirs dont on parlait en début d'interview, là, en particulier en Bretagne, sont revenus à ce moment-là. Je me suis Hmm. revenu. Le fait que enfin, que j'avais une âme d'artiste, que j'avais envie d'écrire, que j'avais envie de dessiner, que j'avais envie d'explorer mon côté, ma créativité, de développer aussi, mais d'utiliser. Et c'est là où, en tout cas pour moi, c'est important de ne pas renier mon côté ingénieur. Donc le ou est devenu le et, que Yes. je voulais utiliser mes compétences, mon vécu, voilà, je suis un ingénieur, de toute façon, ça je peux pas le renier, j'ai ce côté très rationnel, et mon côté artiste, d'où le Plus qu'artiste. plus qu'artiste, créatif, et une certaine spiritualité. Ouais, ouais. Ce qui fait que maintenant, je me définis comme ingénieur artiste holistique. C'est vraiment la combinaison de tout ça qui fait que j'ai créé mon podcast euh, Donc il s'appelle. qui s'appelle Leadership Holistique. Donc, et qui est alors la mission que je me suis donnée, j'ai mis 2 ans à la trouver. Maintenant je l'ai, c'est d'accompagner les gens, les personnes, les hommes et les femmes, à aligner leur rationnel, leur rationalité à leur spiritualité. Ah, Donc voilà, c'est ça je suis. Alors quand je te dis que je sais pas ce que je suis, je sais un peu quand même. un petit peu. C'est juste que tu Beaucoup. m'as titillé sur le titre que tu m'as donné il y a pas très longtemps. On parlera après. Où j'ai encore un peu de peine, mais en tout cas ça vraiment je sens que mon ikigai il est là. Hmm. Je le sens vraiment avec les tripes là pour le coup. J'ai laissé parce que pendant 25 ans j'ai un peu oublié que j'avais de l'intuition aussi.
Donc j'ai aussi écouté ma petite voix intérieure qui me dit utilise ce que ta vie, ce que tu as vécu, et pas que les drames, parce que être ingénieur, c'est pas un drame, hein. Utilise tout ça pour faire quelque chose de cohérent et de congruent. Et ça, j'aime bien ce concept de dire tout ce que j'ai vécu, ça me sert maintenant à, à être le maître Yoda qu'on connaît, quoi. Ouais, et puis moi, ce qui me touche là-dedans, et je pense que c'est une de mes quêtes, c'est en effet de voir que si on veut bien, on essaye de traverser ces moments-là et qu'on revient à soi, comment on peut être un vrai terreau et apporter du rayonnement dans le monde. Et non pas tu vois, du sombre ou de l'aigreur. Enfin, tu vois, moi, je suis assez terrorisée par l'aigreur. C'est toujours un truc qui clignote au-dessus de moi. Et de me dire comment tout ça, je peux le pétrir et en faire quelque chose de bon pour moi qui va nourrir le monde. Et en fait, c'est ça, là. Oui, on est exactement dedans, on est exactement dans le concept d'ikigai. Mais après, il faut assumer, enfin, faut assumer. Moi, j'accepte complètement que j'ai encore des ombres, Mais bien sûr. sombres, et toi, j'ai pas, Oui. du jour au lendemain, mes migraines n'ont pas disparu, hein. Je suis toujours en train de me battre avec ces histoires Ouais, ouais. de migraines, de médicaments, de fatigue chronique, voilà, de choses comme ça, de sentiments d'imposteur, enfin, tous ces Oh. trucs-là existent toujours, bien évidemment. Sentiment d'imposteur. Oui, en gros, énorme, énorme, Énorme. énorme. C'est terrible. Mes auditeurs se reconnaîtront là, je crois, dans les sentiments d'imposture. Ouais, non, non, mais bien sûr, de faire avec ses ombres. Ce que je veux dire, c'est que voilà, de voir on peut faire du vivant, on peut vibrer et être d'autant plus vivant et apporter du vivant aux autres. Et Oui, ça, et puis c'est vital en fait. c'est Je me ça. rends compte que c'est vital. Pendant longtemps dans ma vie, j'étais centré sur moi et ma famille. Mmh. C'était ma mission était de m'occuper de ma famille en fait, hein, de subvenir aux besoins de ma famille, voilà. Et quand la famille a éclaté, d'un seul coup, Mmh. on est un peu perdu. On se dit, mais qu'est-ce qui Mmh. se passe? De qui je vais m'occuper? Parce qu'il faut que je m'occupe de quelqu'un quand même. Ouais. Et puis c'est là que le chemin a été long pour moi de comprendre que je pouvais impacter au-delà d'un cercle très restreint en fait. Et j'ai pas la prétention de révolutionner le monde ou de faire des choses comme ça, mais il y a des envies quand même de monter sur scène pour parler. Alors la conférence j'en ai déjà fait, mais je l'ai fait dans le cadre professionnel, Oui. corporate, voilà, Ouais, ouais. dans des endroits magnifiques d'ailleurs, c'est très bien, mais c'était pas très vibrant, on va dire, hein. Donc là, j'ai très envie d'être avec les gens, que ce soit des grands groupes et des petits groupes, c'est aucun problème. Donc oui, ce côté, comment dire, être avec le monde, dans le monde, donner au monde, le monde n'étant pas forcément 3 milliards ou 4 milliards ou 10 milliards de personnes, ça peut être 10, 20, 100. Enfin, je sais qu'avec mon podcast, j'ai déjà une petite audience tout à fait Ouais. raisonnable, bien, bien au-delà de ce que on pouvait imaginer. Donc, c'est déjà très bien, ça. Mais ouais, ouais. Donc, quand tu dis, toi, l'ingénieur, donc le un scientifique, bien terre à terre a priori, euh, quand on arrive là où tu es, qu'est-ce qui est entré enfin, quel autre univers est entré dans le tien où tu as bien voulu accueillir et qu'est-ce que tu as découvert en fait qui est venu te nourrir? Euh, alors, j'avoue que l'ingénieur, quand Ella est entrée dans ma vie, il a eu besoin de comprendre. Je me Ouais. rappelle très bien avoir vu plusieurs personnes, des psys, et une personne en particulier qui n'a rien à voir avec la psychologie, mais qui fait des soins énergétiques, Ouais. qui fait du Reiki. Enfin, j'ai commencé par des soins en Reiki parce que j'avais besoin, je sentais que j'avais besoin qu'on m'aide, mais je savais pas trop quoi. Et encore, Ça veut dire que j'essaye de décrypter. Ça veut dire que là, la douleur à ce moment-là, elle atteint. Je vais faire
la rationnelle, la douleur, elle atteint un tel sommet qu'en fait, de toute façon, il faut trouver un soulagement. Oui, il faut trouver un soulagement et surtout, c'est que je commençais à prendre des antidépresseurs. Je me suis dit, mais non, je vais pas, on va pas, c'est pas possible. Je veux dire, avec mon historique, les migraines, les Ouais, médicaments, là, c'est la fin de. la destruction. Là, je me Mm. suis dit, c'est stop. Mm. Stop, il faut que j'essaye autre chose. Et comme par hasard, j'ai ma nouvelle voisine qui dépose sa petite carte de visite dans ma boîte aux lettres, qui est écrit dessus soins énergétiques, Reiki, etc., etc. Ok. Et je me suis dit, de toute façon, au point où j'en suis là, franchement, Ouais. j'y crois pas du Ça, tout. ça pourra pas faire pire que les médocs à outrance. Voilà. Et donc j'y vais. Et au bout de 2 séances, la transformation est totale. Enfin, c'est, au bout de 3-4 séances, j'avais arrêté les antidépresseurs. Enfin, j'étais pas, je peux pas dire que j'étais bien, mais en tout cas, C'était mieux. c'était beaucoup mieux et il y avait un effet certain et que je ne comprenais pas, hein, bien évidemment, parce que c'était pas du tout mon domaine. Mais c'était quoi alors le ressenti, les effets vraiment dans. Alors quand je dis ça, c'est dans le corps d'abord. Comment tu le ressentais? Alors moi, le premier effet, c'était la libération de la parole. C'est-à-dire que ça faisait 25 ans que je parlais, 30 ans que je parlais plus, ou que je parlais pas, ou que je disais rien. D'un seul coup, ça sortait comme Un flot, un geyser. catastrophe, Ouais. quoi. Ça sortait dans tous les sens. Ma compagne, d'ailleurs, était perdue. Elle n'a rien compris de ce qui lui arrivait, hein. Donc ça sortait, ça sortait, ça sortait, et tout est sorti, en fait. Hmm. Après, j'ai commencé à faire le tri dans tout ce que j'avais vécu. Voilà, Enzo, etc. Enzo est là, donc quand même, hein, deux prénoms très courts qui commencent par Ouais. E. Pas fait exprès, mais c'est comme ça. Et puis, et ça a été, et je me suis dit, ah, il faut quand même que je m'intéresse un peu à ces choses parce que, alors le Reiki quand même, ça reste, comment dire, il y a des études scientifiques sérieuses qui démontrent l'effet du Reiki sur la dépression, Ouais. hein. Donc, moi, ça m'a rassuré, évidemment, parce qu'on fait des recherches avant. Je ne suis pas fou. Je ne suis pas complètement fou. Et puis, j'ai continué d'aller voir cette voisine, je ne sais pas si c'est une sorcière ou une fée, mais en tout cas, mais qui pratiquait d'autres choses, Ouais. qui étaient un peu plus ésotériques, on va dire, en tout cas un peu moins scientifiques. Puis je me suis laissé aller, je me suis dit, bah, voilà, il faut s'ouvrir un peu aux choses qu'on ne comprend pas forcément. Mais pour revenir à ça, c'est qu'il y a je ne sais pas si c'est elle ou une autre personne, je ne sais plus, qui m'a dit un truc qui m'avait vraiment, mais j'arrivais pas, quoi. Qui m'a dit, on parlait évidemment de Ella et de son passage dans ma vie. Elle m'a dit, des fois, il y a des choses qui se passent qu'il faut pas essayer de comprendre, il faut lâcher prise. Ouais. Et à l'ingénieur, il a dit, non, 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 ça, c'est pas possible. Moi, je vais comprendre, je vous le dis tout de suite, moi, je vais comprendre. Et j'ai compris, mais j'ai compris mon truc à moi, que je me suis inventé, enfin, j'en sais rien, mais Mais oui, pour moi, peu c'était importe. clair que Ella était venue pour essayer de finaliser une espèce de cycle où je m'étais un peu oublié, qui m'a permis Hmm. de mon âme d'enfant, de développer plein de choses. Enfin, il y a eu, dans ma tête, il y a eu toute une logique qui s'est installée qui fait que ça m'a euh, rassuré sur le fait que ce que j'avais vécu, il y avait une raison. Bien sûr. Que l'univers me parlait, qu'il y avait une raison, et que c'était très bien comme ça, et que j'embrassais cette raison, et que j'allais aller de l'avant avec ça. Ouais. Et à partir de ce moment-là, bah, j'ai découvert en effet la spiritualité, des choses sur les âmes, sur le chamanisme, sur le bouddhisme aussi. Enfin voilà, je me suis ouvert à plein de choses que je trouve très intéressantes. Je suis passionné de ça. Sur ma religion aussi, parce que moi je suis né catholique, hein, donc Hmm. pas pratiquant avec très grande distance vis-à-vis de l'Église, mais par Oui, rapport oui. par rapport aux enseignements de Oui, bien sûr. Jésus, je trouve que il y a des choses très intéressantes aussi. Et du coup, ça m'a ouvert ce côté, cette spiritualité, mais alors dans un premier temps, je me suis dit, je vais garder quelque chose de très pratique. Faut toujours que ce soit très scientifique, backupé, etc. Puis petit à petit, je commence à lâcher un peu le truc. Ouais, faut pas déconner au départ. Ah, c'est sérieux. Non, mais c'était pour mon intégrité Mais bien sûr. psychique, tu vois. Il fallait que je sois. Enfin, un ingénieur qui parle de choses ésotériques, enfin, je veux dire, si je commence à expliquer la transmutation ou je sais pas quoi, dans ma tête, je vais pas être pris au sérieux, tu vois. Ouais, ouais, je comprends. En fait, ce qui me vient là, ce que j'entends moi dans ma tête, c'est
tu avais lâché la main quand même à ton essence depuis longtemps. Là, l'idée, c'était pas de quelque part d'abandonner une partie qui t'avait, tu vois, construite Oui, c'est et ça. fait avancer dans ce monde, en fait. Oui, Donc, c'était de pouvoir réunir, reprendre par la main toutes ces parties-là. oui, Tous tes jeux, voilà. Toutes les pièces du puzzle font partie de moi. Je veux pas en rejeter c'est une ça. ou l'autre. Et je veux Il n'y a pas pas à retomber renier. je veux pas retomber dans ce truc de bah ça je le mets de côté parce que ça ne sert plus à rien. Et je vais faire autre chose. J'ai vraiment, d'où le mot holistique, hein. Le mot holistique, c'est vraiment rassembler le tout, hein. Mm. Et ça fait partie de moi. J'ai ce côté rationnel et scientifique, mais j'ai aussi cette ouverture vers, alors j'ai mes émotions, bon, ça a été le grand travail de ma vie, mais vers aussi quelque chose d'un peu plus spirituel et en quête de sens et avec mon interprétation très personnelle, hein, c'est ok. Et, euh, et voilà. Ouais, en fait, tu vois, ce qui me vient, moi, je me dis, peu importe d'où on part, il y a ceux qui ont besoin absolument de prouver pour cheminer vers autre chose. Et puis, il y a, moi, je fais partie de ces autres qui croient de toute façon et qui, par contre, trouvent ça fabuleux qu'à un moment, la conscience de l'être humain puisse tout à coup, à travers la science, démontrer une magie qui, de toute façon, nous dépasse, en fait. C'est-à-dire, qui peut prétendre, enfin voilà, souvent, tu vois, moi, il y a quelque chose un peu rebelle, mais qui peut prétendre pouvoir tout prouver ou tout expliquer alors que c'est quand même assez magique, tout cet ensemble, rien que du vivant, sans partir dans des trucs barrés. Voilà, le vivant est quand même assez exceptionnel. Donc, peu importe d'où on part, il y a un moment où on se retrouve, en fait. Ouais. Oui, 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 alors complètement d'accord, on se retrouve par des voies détournées, des chemins, voilà. Mais ça se croise à un moment en effet, puis ça se rejoint, et c'est ça qui est beau en fait. Ouais. Et ouais, c'est mais bah, c'est un long chemin, j'avoue un peu fatigant pour moi en tout cas, et Mm. j'avoue que j'ai quand même une certaine lassitude là, Éprouvant, éprouvant le chemin. éprouvant, et du coup, bah, avec l'âge aussi, besoin de plus de temps de calme, de reconnexion à la nature et à soi, qu'avant où c'est un truc de fou. Je réfléchissais à ça il y a pas si longtemps. C'est que mon activité, enfin, que je pensais être distrayante quand j'avais 30 ans, c'était de me retrouver quand j'étais aux États-Unis, c'était de me retrouver dans les malls, dans les centres commerciaux et de consommer. Ça, c'était Ah mon oui. activité de récompense quelque part. Ouais. Ouais. Alors que maintenant, c'est de monter dans le Jura, faire une petite marche et puis de C'est moins rock'n'roll. ça dépend. Écoute, il paraît qu'il y a une certaine personne qui m'a dit que j'avais des airs de druide. C'est vrai. Donc, comme le druide, c'est la connexion avec la nature, ça me va bien, tu vois. Qui est la folle qui a dit ça? En plus, la barbe a poussé en conséquence, tu vois, donc Non, mais c'est vrai. C'est vrai c'est pas fait exprès, mais c'est comme ça. il y a quelque chose de druidique ou de druidesque, je ne sais pas comment on dit. Druidique, Euh, comment? druidique, je pense, non? Peut-être druidique. Ouais. Mais justement, alors je ne sais pas où on en est puisque je n'ai pas le tableau. Mais Je cherche sur le mien, il y a pas le temps. Mais on est à pas loin d'une heure, un peu moins, je pense 50 minutes. ok. En tous les cas, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en fait, ce monde, je sais pas, on va parler de subtil ou c'est quelque chose que tu côtoyais un peu enfant. Ouais, Alors là, vous n'avez pas l'image, mais moi j'ai l'image. Il y a les petits yeux, mais ah là 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 là, elle n'oublie rien. elle est terrible. Alors oui, oui, oui. Quand j'étais enfant, alors j'ai très bien connu une partie de mes arrière-grands-parents, parce que mes parents m'ont eu très jeune, mes grands-parents. Il faut savoir que j'ai 20 ans d'écart avec mon père, qui a 20 ans d'écart avec son père, qui a 20 ans d'écart avec sa mère. Ok. Sa mère, donc mon arrière-grand-mère, qui était ce qui était très rare à l'époque, m'a donné le nom de famille Rousseau. En fait, une femme, je sais plus comment on dit, bah, sans mari, quoi. Enfin, qui a eu mon grand-père. Fimère.
Ouais, un truc comme ça, ouais, fille-mère, voilà. Après, elle s'est mariée, mais disons que lui, il a jamais été reconnu par personne. Mmh. Donc du coup, il a gardé le nom de sa mère, Rousseau, nous a donné notre nom à nous. Ouais, ce qui est rare, ouais. Ce qui est assez rare pour, surtout dans la L'époque. campagne où on vit, d'où je viens. Et, euh, et j'ai connu, alors c'est pas cette arrière-grand, celle-là je l'ai connue aussi, mais pas très longtemps, mais j'ai connu mes deux autres arrière-grands-parents du côté de ma, de ma grand-mère maternelle, donc de mon père, parce que c'est eux qui ont élevé mon père, et puis du coup on était très proches, et même à une époque on habitait dans le même immeuble. Et mon arrière-grand-mère, qui s'appelait Marie, hein, ça se, ça s'invente pas. Elle était, enfin, elle tirait les cartes. C'était son job, quoi. Parce qu'elle était cartomancienne, voyante, ce que vous voulez. Donc quand tu dis son job, c'est qu'elle en vivait? Elle en vivait. Ouais, il y avait des gens, moi, toute mon enfance, j'ai vu des gens défiler dans sa cuisine. Parce qu'elle Ah! elle avait sa petite table dans sa petite cuisine où elle tirait les cartes avec un jeu de 52 cartes, là. Ouais. C'était pas du tarot, c'était un jeu normal. Et elle tirait les cartes aux gens. Et évidemment, moi, en tant qu'enfant, je trouvais ça rigolo, mais puis quand je suis devenu adolescent, parce que je l'ai connu jusqu'à mes 20 ans à peu près, euh, mon côté, quand j'ai commencé à partir sur le côté scientifique, je considérais que c'était évidemment n'importe quoi et que c'était du folklore en fait. Mais voilà. Et j'avais une arrière-grand-mère donc voyante et elle m'a fait une fois les cartes avant de mourir. Et elle a dit deux, en tout cas une chose qui est vraiment, qui s'est réalisée, mais qui sur le moment était complètement incompréhensible, parce que j'avais 20 ans. Elle m'avait dit, tu travailleras pour l'État, mais pas en France. Je travaille pour l'État de Vaud en Suisse, hein. Je travaille à l'hôpital, je suis employé public. Bon, ça a mis du temps à se faire, mais après on ne sait jamais si c'est ce qu'on m'a dit, c'est devenu parce que je l'ai cherché à le faire, ou Ouais. des circonstances, peu importe. Et je sais, toujours difficile de croire en ce genre de choses, mais en tout cas, la légende familiale veut que mon arrière-grand-mère donc, est tombée très malade quand elle avait 20 ans, qu'elle a une vision de la Vierge Marie, qui l'a soignée, qui l'a guérie, et depuis, elle avait ce don de voyance. C'est la D'accord. légende familiale, et toute sa vie, elle a tiré les cartes et vécu de ça. C'était la maman de ton papa? C'était la grand-mère de mon père. Ah, la grand-mère, ouais. OK. Ouais, 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 c'est intéressant de voir comment, du coup, peut-être c'était très important, en effet, pour le côté scientifique, pour rééquilibrer, tu vois, un truc. Peut-être, écoute, je sais pas. Mais en tout cas, ça fait partie de. J'ai eu on va pas dire rejet, mais en tout cas, j'y croyais absolument pas du tout. J'ai fait une fois pour le folklore parce que je me suis dit, je sentais qu'elle allait commencer à être très âgée. Ouais, Je me suis dit, ah, ça serait bien de le faire une fois juste pour dire que je l'ai fait avec elle parce que c'est mon arrière-grand-mère et que je l'aimais beaucoup. Enfin, ouais, ouais. c'est mes arrière-grands-parents qui nous emmenaient en vacances quand on était petits en Bretagne. Et voilà, c'était vraiment, on était très proches. Et voilà. Puis ça, c'est après, je l'ai rangé dans une case de mon cerveau pendant très longtemps. Puis voilà. Hmm. Merci pour cette petite légende, enfin légende ou en tout cas histoire. Tu dirais quoi maintenant que tu sais certaines choses, tu dirais quoi au petit Christophe de 7 ou 8 ans là, Hmm. celui qui a encore accès, euh, tu sais, qui n'est pas encore. L'autre jour, j'entendais ça, c'est Caroline McHugh, je crois qu'on dit comme ça, qui expliquait que avant 7 ans, l'enfant, il se pose pas la question de ce qu'il est, il est. Et qu'à partir de, enfin voilà, dans ces âges 6, 7, 8 ans, la conscience arrive et du coup, elle prend tellement de place que du coup, on n'est plus. On devient conscient, mais on n'est plus. Et que c'est la perte de l'essence, en fait. Hmm. Alors, je suis pas quelqu'un qui, j'ai aucun regret du parcours de ma vie. Je pense que je n'en serais pas là maintenant si j'avais pas dû vivre toutes ces étapes très, Mmh, très difficiles. Donc, je ne lui dirais pas de faire attention, qu'il allait mmh. avoir une vie difficile et qu'il allait avoir beaucoup de douleurs et de peine dans sa vie parce que ça a aucun intérêt de dire ça à un Ouais, enfant. Moi, je lui dirais simplement de croire vraiment de continuer de rêver, de croire dans ses rêves, quoi.
Ouais. C'est vraiment le truc. Moi, c'est ce qui m'anime maintenant, c'est de reconnecter à cet enfant-là et de concrétiser les rêves qu'il avait et que j'avais donc quand j'avais cet âge-là, euh, de d'écrire dans mon manoir en Bretagne ou je ne sais quoi, ou de me retrouver en tout cas, euh, de retrouver en tout cas cette créativité qui m'anime et qui est vraiment vitale, qui est devenue vraiment vitale pour moi. Et Ouais. donc, et puis de vivre sa vie, quoi, mais de continuer de rêver. Voilà. Ouais. Et qu'est-ce que tu as envie de te promettre là, aujourd'hui? La question sympa. Waouh, qu'est-ce que j'ai envie de ne pas lâcher l'affaire. Alors, je disais tout à l'heure que j'ai le syndrome de l'imposteur, que j'ai mes Mm, doutes, etc. Mais j'ai quand même quelque chose qui m'anime vraiment, c'est cette foi, mais vraiment une foi, mm. le fait que je suis sur la bonne voie et que je suis en train de créer vraiment quelque chose qui va me, alors, c'est un grand mot, hein, qui va me permettre d'être heureux, de toucher le bonheur, etc. On sait bien que c'est un chemin qu'on n'y arrive jamais. Mais en tout cas, qui va m'animer enfin, jusqu'à la fin de mes jours, pour la deuxième partie de ma vie. Et donc de garder cette foi, en fait, de surtout pas la perdre. Et j'ai quand même des signes positifs, donc il faut que je m'accroche à ces signes-là et pas aux autres. Et on sait que c'est pas un long fleuve tranquille, de loin pas. Mais de continuer d'avoir cette foi dans le fait que ce que je suis en train de construire, de créer, de, va continuer de me nourrir. Donc voilà, me nourrir physiquement, intellectuellement, spirituellement, émotionnellement. Voilà. Cette complétude-là. Ouais. Mm. Ok, merci. Alors peut-être que je peux rappeler que tu as un super podcast qui s'appelle Leadership Holistique et avec plein d'outils. Et puis j'ai pas dit, mais en plus, voilà, tu crées quand même des univers parce que tu aimes aussi. Tu l'avais dit à travers la BD, mais tu aimes aussi tout ce qui est univers. Voilà, de jeux vidéo ou en tout cas, voilà, des univers assez magiques. Donc, tu as aussi un beau visuel dans ce que tu proposes. Moi, je suis sensible au côté esthétique, donc je transmets. Et puis, je mettrai le lien aussi du livre qui va sortir, que tu as coécrit sur le passage de ta fille ici, et qui s'appelle donc Pardonne-moi, Ella. Pardonne-moi, Ella. Et c'est une auto-édition. Ouais. Redis-moi. Auto-édition, accompagnée, mais ça sera une auto-édition de toute façon. Mais c'est une entreprise d'auto-édition qui s'appelle Libri Nova qui accompagne les auteurs euh, en partie. Mais c'est une auto-édition, donc c'est-à-dire que j'ai pas de stock de livres, Ouais. pas une édition classique. J'espère à cet automne pour la publication officielle, je te redirai. Ouais. Ok. Bien. Alors, je ne sais pas, est-ce que tu auras un dernier mot? J'espère qu'en tout cas, ça aura été clair et perceptible du chemin que je voulais éclairer entre le ou et le et. Est-ce que par rapport à ça, tu auras envie d'avoir un mot de fin sur le et? Parce que voilà, comment ça résonne. Bah, j'avoue que quand tu m'as dit ça au début, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle veut me faire dire, Ah là là. cette sacrée Audrey? Et finalement, je me rends compte qu'avec cette discussion, en fait, tout fait du sens. En effet, il y a vraiment eu cette séparation de l'enfance à l'âge de jeune adulte de l'artiste au scientifique. Et puis, il y a cette fusion à nouveau des deux, avec, avec cette antifragilité qui fait que c'est plus que ça. Ouais. Parce que la spiritualité, c'était vraiment pas quelque chose qui était dans ma vie avant. Et donc, du coup, c'est un et, hein, maintenant. C'est et ingénieur, et artiste, et spirituel. C'est quoi Non, c'est pas et au carré, c'est et au quoi? C'est et, voilà, je sais pas. Trouve une formule. L'ingénieur va trouver.
l'ingénieur ou le druide, hein, tout ça, c'est une question de formule, hein. Je vais demander à mon arbre totem ce qu'il en pense. Mais oui, je me rends compte que c'est bien comme ça. Franchement, c'est bien comme ça. Moi, enfin, ça me réconforte. Je sais pas si je dois être rassuré, réconforté, mais ça renforce cette foi dont je parlais tout à l'heure. Ça renforce cette foi dans le fait que mon chemin de vie est pas encore fini. Il y a encore plein de choses à faire, mais qu'il y a déjà beaucoup, beaucoup de choses qui m'ont permis d'arriver à ce que je suis maintenant. Hmm. Ok. Merci. Merci pour cet échange. Et puis, avec le plaisir, vraiment, du coup, des entretiens entre podcasteurs, ça fait du bien quand même, de temps en temps. À très bientôt, Un Christophe. grand merci à toi aussi. Je t'embrasse et j'embrasse tes auditeurs. À très bientôt. Je t'embrasse. À bientôt. Et voilà, cette épopée qui touche à sa fin. J'espère qu'à travers le récit de Christophe, tu auras pu espérer et comprendre qu'il était vital pour chacun de pouvoir réunir toutes ces facettes sans les opposer, sans les comparer, mais pouvoir justement jouer de toutes ces cordes comme un instrument pour aller vers ton harmonie intérieure. Tu trouveras dans la description ci-dessous tous les liens concernant le podcast de Christophe, la sortie prochaine du livre qu'il a coécrit avec la maman de Ella et les références du livre L'homme à l'armure rouillée. Et puis, j'ai juste un message là à te laisser maintenant avec cette belle voix suave. C'est de te dire que si tu trouves que Monstrueusement Humain est quand même très précieux, si tu trouves que c'est un podcast quand même un peu hors norme sur les bords, voire extraordinaire, alors je n'ai qu'un mot à te dire. Suis l'élan de ton cœur et partage cette petite capsule de bonheur. Oui, merci à toi. Ciao!